passent 85% de leur temps dans des endroits clos, bureaux, maisons, écoles et bien d'autres. Des lieux 5 à 10 fois plus pollués que l'air extérieur, c'est ce qu'affirme l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Une qualité qui peut être surveillée et mesurée par un certain nombre d'appareils. Avec Vanessa Bernard, je reçois Karine Terlinck, chef de produit de AIC International, et Sophie Delangue, responsable de communication dans cette entreprise. Bonjour. Bonjour. Sophie, tout d'abord, quels sont les symptômes qui peuvent alerter d'une éventuelle pollution de l'air intérieur, donc celui que nous respirons chez nous dans nos entreprises ou dans d'autres lieux fermés? Des maux de tête, des nausées, des difficultés respiratoires pour certaines personnes, mais cependant, certaines personnes n'ont aucun symptôme. D'où l'importance de pouvoir mesurer cette qualité de l'air, parce que cette pollution, elle est inodore, invisible, et donc c'est un phénomène assez vicieux. Est-ce que cette pollution touche tout le monde ou plus particulièrement des personnes qui sont fragiles? Aujourd'hui, tout le monde est concerné et ce de façon quotidienne, que ce soit à la maison où notre présence est renforcée aujourd'hui avec le télétravail, mais que ce soit aussi sur les lieux de travail habituels ou encore dans les transports urbains. Donc c'est vrai qu'il y a une exposition, on va dire, récurrente et permanente. Mais il est vrai que les personnes les plus sensibles aujourd'hui sont les plus fragiles et les plus exposées. On pense spontanément aux nourrissons, oui, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, mais également aux personnes qui ont déjà des pathologies. Alors justement, les autorités sanitaires, en particulier l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, affirment que chaque année en France, 20 000 décès prématurés sont liés directement à cette pollution de l'air intérieur. Est-ce que ces décès prématurés sont essentiellement liés à des maladies respiratoires ou à d'autres maladies également ? Alors effectivement, c'est principalement lié à des pathologies respiratoires. Pour rappeler quelques chiffres rapides, mais qui sont importants, aujourd'hui il y a quand même 4 millions d'asthmatiques en France, oui, 17 millions qui souffrent d'allergies et 3,5 millions qui souffrent de BPCO. Donc c'est vrai que ce sont des pathologies chroniques pour lesquelles en fait, les symptômes vont être aggravés avec la présence de pollution. Et puis il y a des gens qui sont exposés au quotidien dans leur environnement professionnel à des polluants qui aujourd'hui sont reconnus comme nocifs pour la santé. Caroline Terlinck, quels sont les polluants intérieurs les plus fréquents, ceux qu'on va retrouver dans nos habitats ? Alors, les plus fréquents, ce sont les fameux COV, les composés organiques volatiles. On va retrouver vraiment partout, mais il y a également les particules fines, donc on connaît très bien généralement avec l'alerte aux pollutions, aux particules fines, qui aujourd'hui, certaines études pensent qu'elles pourraient être responsables de la propagation du coronavirus, mais c'est encore en cours de certification. Et puis on retrouve le fameux CO2, le dioxyde de carbone, qu'on demande aujourd'hui de mesurer pour certains commerçants dans le cadre du protocole sanitaire. Mais quels sont les objets les plus à risque finalement, ceux qu'on trouve dans nos maisons, dans nos entreprises et qui ont peut-être des émanations de polluants? Alors spontanément, on va penser au plus courant, tout ce qui est fumée, bougies, encens, parfums d'ambiance, les poussières aussi également. Le tabac? Bien sûr, le tabac. Et puis, on va les retrouver aussi dans les produits ménagers. Le formaldéhyde, notamment, est le principal polluant vraiment spécifique de l'air intérieur. Et pour cause, on le retrouve vraiment du sol au plafond, que ce soit dans les isolations de murs, isolation de plafond, les peintures ou encore les revêtements de sol, mais parfois même dans les meubles. Alors, il y a un certain nombre d'appareils pour mesurer cette pollution intérieure. Qu'est-ce qu'ils mesurent exactement? Dans un premier temps, ils vont vraiment analyser justement la composition de cet air et ensuite le mesurer. Et ils vont vraiment mesurer la concentration justement des composés organiques volatiles ou du formaldéhyde, tous ces polluants qu'on a cités tout à l'heure. Et puis après, ils vont le retranscrire. Et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait, cette mesure va être retranscrite sur un écran. Et c'est là où en fait, la visualisation va vraiment permettre de connaître la valeur de cette pollution ou au contraire l'absence de pollution intérieure, ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a par exemple sur l'écran des choses très simples pour nous alerter, comme des feux rouges, des feux verts? Exactement, c'est tout à fait ça. On a mis en place des plages de mesure, surtout qui respectent les recommandations de l'OMS en termes de seuil à ne pas franchir. Et effectivement, pour une utilisation beaucoup plus pédagogique et facile de compréhension, il y a des codes couleurs très simples. Le vert, c'est bon. Le jaune, attention, on commence à faire des efforts. Et le rouge, il y a un danger. Qui a particulièrement besoin d'avoir un mesureur de pollution d'air intérieur chez soi?
Ça peut aussi bien être à la maison, ça peut être sur son lieu de travail pour les entreprises en fait qui sont soucieuses du bien-être de leurs salariés ou qui ont aussi entrepris une démarche dite RSE. Tout ça, c'est des phénomènes, on va dire, volontaires de mesure. Il y a les commerçants aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, mais qui sont concernés par le protocole sanitaire et à qui on demande vraiment, afin de limiter la jauge de personnes, de mesurer ce fameux CO2. Et puis, il y a certains ERP, les fameux établissements recevant du public. Et pour certains d'entre eux, effectivement, il y a une loi qui les oblige aujourd'hui à surveiller cet air intérieur dans différents établissements, que ce soit les écoles, les crèches, les collèges, les lycées, et à terme, étendre à certains ERP, notamment les établissements médico-sociaux, les EHPAD, etc., etc. Sophie Delangue, si on a chez soi une bonne qualité d'air intérieur, quels sont les bénéfices? La première des choses, on améliore son bien-être. On améliore sa concentration, on améliore sa qualité de sommeil. Du coup, on a un impact sur notre santé. Et dans les entreprises, il a été prouvé que d'avoir une bonne qualité de l'air permet de réduire le taux d'absentéisme. Merci. Alors Vanessa, vous avez des questions que nos internautes vous ont suggérées, des questions à poser à nos deux invités. Oui, alors nos internautes ont souhaité savoir, pour les particuliers, quel type d'appareil est plus conseillé? Alors nous avons toute une gamme, mais nous recommandons particulièrement le Kaelis 34, qui est notre mesureur le plus complet, qui permet de mesurer non seulement les COV, le CO2, et également les particules fines. En ce moment, c'est important avec l'arrivée des pollens et puis également avec la propagation du virus. On a l'appareil, le Kaelis 36, qui permet également de mesurer le formaldéhyde, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et nous avons un premier prix aussi qui est accessible à tout le monde, qui permet de mesurer toutes les COV. La question du coût, qui est évidemment très importante, quelle fourchette de prix à peu près faut-il compter? Alors pour un particulier, on peut compter sur une gamme de prix de 64 € à 250 €. Ce sont des produits qui sont garantis 2 ans, qui ne nécessitent aucun entretien et qui surtout permettent d'alerter pour pouvoir adopter les bons gestes au quotidien et améliorer sa qualité de l'air. Alors une question maintenant sur la différence, Caroline, entre un purificateur d'air, dont on entend aussi beaucoup parler, et vos appareils qui permettent de mesurer, eux, la qualité de l'air. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Dans un premier temps, effectivement, une question de bon sens, il va bien falloir mesurer pour s'assurer de la présence de pollution ou non. Donc mesurer cette pollution et effectivement, si elle est récurrente et trop importante, mettre en place des solutions. Mais avant d'investir, peut-être essayer les solutions dont parlait Sophie, qui vont être d'aérer, changer nos habitudes au quotidien, changer nos produits ménagers et après, effectivement, passer sur des appareils peut-être plus importants de purification. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Merci Vanessa, merci Caroline Terlinck, merci Sophie Delangue. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise Santé.